Bonjour, bienvenue dans cette deuxième capsule d'une série de 5 modules d'une formation qu'on a concoctée avec beaucoup d'attention, qui s'appelle Faire équipe avec sa communauté, transformer la participation citoyenne en levier de réussite collective. Fait que je suis en compagnie de mon acolyte Marie-Ève Marcotte-Bussière. Allô Marie-Ève? Bonjour Marie-Pierre. Si vous voulez avoir un petit peu plus là, de le background de ce programme de formation-là, on va vous inviter à écouter la capsule d'introduction si ce n'est pas déjà fait. Là, aujourd'hui, là, on plonge dans le contenu là, de la deuxième. Fait que c'est un projet pilote qui est bien inspirant, Maria. Tu veux-tu nous expliquer quand même un petit peu? Oui, projet pilote qui s'appelle Mon milieu dynamique, qui a eu lieu là, dans 5 municipalités, une par MRC au centre du Québec. En fait, c'était de l'accompagnement pour les municipalités qui développaient un projet en participation citoyenne. Mon milieu dynamique, on vous invite à cliquer là, sur ce mot-là souligné. Ça vous envoie directement sur le site Internet Mon milieu dynamique qui a été créé suite à ces accompagnements-là dans les municipalités et vous y trouverez là, une panoplie d'outils intéressants pour les équipes municipales qui souhaitent là, améliorer leur participation citoyenne. Le projet a été financé par le MAMACH et il est piloté par le Comité régional en développement social du Centre du Québec. Les outils et les formations ont été conçus par Marie-Pierre Clavette, qui était mandaté par le CRDS. Yes. Je parlais vite. C'est bon. On est un peu pressé. On ne veut pas que ça dure trop longtemps. Donc, on a des objectifs spécifiques là, qu'on a élaborés là, en faisant la première phase d'accompagnement, le sondage. Donc, ça vient de teinter tous nos choix là, pédagogiques et de contenu. Fait qu'on a dans la capsule 1 là, pris le temps de vraiment mettre l'accent sur le potentiel de la participation citoyenne, la plus-value. À ce moment-ci, on est rendu vraiment à l'étape là, de comprendre davantage notre monde, d'essayer de comprendre leurs attentes, préoccupations. On va parler aussi éventuellement là, incessamment de communication. Fait que c'est quoi les techniques, les méthodes, les petits trucs pour avoir un vrai dialogue avec notre monde. On va aussi envisager des méthodes concrètes pour les encourager à s'impliquer activement. Puis on ne passera pas à côté de la notion de conflit, là. On va vouloir voir comment anticiper des dérapages puis de résoudre ça, là, nos situations un petit peu délicates. Est-ce que tu y vas, Marie-Ève, avec ma citation préférée? Le véritable changement dans une collectivité s'opère à la vitesse à laquelle se bâtit la confiance. Pour moi, c'est vraiment l'essence hein, de ce qui. Pour moi, c'est ce qui est le plus important à ce moment-ci de notre développement là, en termes de. Que ce soit au niveau local, national, international, là, ça m'apparaît une urgence de se reconnecter les uns aux autres. Fait que cette formation-là vise à offrir un espace privilégié, sécuritaire ou des gens engagés dans la gouvernance municipale, que ce soit des élus, des agents de développement, les directions générales, pour que tout ce monde-là développe des stratégies concrètes pour renforcer la confiance au sein de leur communauté. Veux-tu On nous... ramène le... Oh, vas-y. Non, non, vas-y, présente-nous donc notre petit triangle. Ben, on le ramène en fait parce qu'on l'a présenté le plus en profondeur dans la formation 1, dans le module 1. On rappelle le triangle de la confiance dans la participation citoyenne, 3 incontournables, soit l'accès à l'information, l'importance de donner l'information réelle et transparente, véridique, la légitimité, donc reconnaître l'expertise des citoyens et l'apport qu'ils peuvent avoir dans les projets, puis l'influence, c'est-à-dire de réellement prendre en compte ce que les citoyens nous amèneront lors de consultations, lors de participation sur des comités, mais de ne pas les consulter pour les consulter, mais réellement travailler en collaboration avec les citoyens. Oui, de leur offrir une chance d'avoir un peu de pouvoir, tu sais. C'est vraiment dans l'optique de développer la capacité d'agir de tout le monde.
Fait que dans le module 2, ce qui nous préoccupe le plus à ce moment-ci, c'est vraiment de comprendre les individus, c'est quoi leurs préoccupations. Fait qu'on va aborder la notion d'acceptabilité sociale et celle de l'inacceptabilité sociale. On va voir aussi, on a élaboré des profils de personnes qui vont se manifester de façon constructive ou moins constructive dans le cadre d'initiatives de participation citoyenne. On va aller voir aussi c'est quoi les facteurs qui vont influencer la perception des projets des municipalités, puis on va aller sur la base, c'est quoi les émotions, puis les besoins essentiels de notre monde. On peut aussi parler de ceux de nos équipes municipales aussi, évidemment. Fait que de se reconnecter au fait qu'on est des êtres humains qui avons beaucoup plus en commun que ce qu'on pense. Tu veux-tu nous expliquer un petit peu, là, qu'est-ce que c'est que l'acceptabilité sociale? Oui, on a choisi en fait de présenter la définition de l'acceptabilité sociale du guide de pratique de l'acceptabilité sociale, des pistes de réflexion et d'action de Julie Caron, Malenfant et Thierry Conroe. En fait, nous, ce qu'on vous propose comme définition, c'est l'acceptabilité sociale est le résultat d'un processus par lequel les parties concernées construisent ensemble les conditions minimales à mettre en place pour qu'un projet, un programme ou une politique s'intègre harmonieusement à un moment donné dans son milieu naturel et humain. Donc, l'important, c'est de retenir que c'est un processus par lequel les parties concernées ont construit ensemble. Là, on parle des produits concernés, les parties concernées, on parle des citoyens, on parle des promoteurs, on parle de la municipalité, on peut parler de toute autre organisation là, qui sont sur le territoire, mais qui construisent ensemble les conditions minimales pour que le projet soit une réussite. Mm-hmm. La ville de Chambly, qui a fait un super beau guide de participation publique, a mis le doigt sur 5 facteurs déterminants de l'acceptabilité sociale d'un projet. Fait qu'il y a une responsabilité assumée de comprendre et d'intégrer les réalités sociales, environnementales et économiques propres au milieu. On fait ça pour ce village, cette municipalité-là. Puis d'engager un dialogue le plus tôt possible avec ceux qui sont présents afin de les intégrer. Ça, on l'a nommé là, en amont. On veut être en mesure de respecter des différences d'intérêt puis de reconnaître la légitimité d'intervention des parties, donc le droit de s'opposer. Parce que je pense que, je ne sais pas qu'est-ce que tu en dis, Marie-Ève, mais ce que je perçois, c'est que souvent, il y a comme une résistance ou une crainte là, de la part des élus ou de nos équipes municipales, puis qui se disent, ben là, s'ils ne sont pas contents, on va manger une tomate, puis que finalement, on n'écoute pas, on n'est pas, on a peur un petit peu, là, on ne s'ouvre pas nécessairement à d'autres opinions. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ou? Ben, c'est intéressant que les élus puis les équipes municipales se rappellent que les citoyens ont le droit de pas être en accord. Puis quand on se rappelle que les citoyens n'ont pas le droit d'être en accord, ben ça vient teinter la façon dont on va réagir à ces élus-là, puis à ces citoyens-là, pardon. Donc, c'est important parce que on peut pas faire plaisir à tout le monde, puis assurément que ces gens-là ont des notions à nous apporter qu'on n'a peut-être pas pensé ou qui vont faire évoluer notre projet ou notre politique dans une direction qu'au final, ben, on aura bien fait d'accueillir ces oppositions-là. Mm-hmm. Dans nos facteurs déterminants aussi, on a l'idée d'avoir un accompagnement soutenu dans le temps avec des ressources disponibles, d'établir un dialogue basé sur la transparence et l'écoute, puis d'avoir le consentement libre et éclairé des communautés. Donc, de leur permettre vraiment d'avoir accès, comme on a dit, à toute l'information, puis de pouvoir prendre des décisions en toute connaissance de cause. Peux-tu nous expliquer ce que c'est que l'inacceptabilité sociale? Oui. Elle se manifeste lorsqu'un projet, une politique ou une décision ne reçoit pas l'assentiment collectif nécessaire à son intégration harmonieuse dans une communauté. C'est souvent le reflet de préoccupations ou d'opposition concernant les impacts potentiels sur leur environnement, leur qualité de vie
ou leurs valeurs. Donc, l'inacceptabilité sociale, on peut la sentir quand il y a un mouvement de protestation, quand il y a des citoyens qui s'opposent au projet, puis ça peut se sentir par des peurs, du stress, de l'opposition, une présence au conseil municipal, des signatures, là, des pétitions. Il y a toutes sortes de façons de reconnaître l'inacceptabilité sociale, mais c'est important que les élus y soient attentifs, en fait, et sensibles. Mhm. Effectivement, c'est ça. Il va y avoir comme plus de critiques. On peut politiser des débats, même judiciariser des débats. On a déjà vu ça, des poursuites. Donc, c'est Hein? important d'être à l'affût. Puis ça amène des risques, hein. Il y a des risques au niveau social, au niveau de la réputation. Donc, avec une opposition qui est organisée, que ce soit des pétitions, tout ça, avec une médiatisation qui va être négative, donc qui peuvent avoir une répercussion importante sur les projets, ça peut amener une perte de crédibilité envers un promoteur ou une équipe municipale. Ça peut causer des poursuites. Au niveau financier, ça peut amener des retards dans nos échéances. Ça peut arriver aussi qu'on doive abandonner des projets. Puis parfois, c'est ça qu'il faut faire, hein? Ce que je constate quand le projet passe pas pantoute. OK, on est-tu prête à abandonner notre projet? Ça peut amener des coûts supplémentaires, puis une dévaluation là, ou des pertes économiques, là, que ce soit en diminution des revenus qu'on attend ou d'avoir à faire des ajustements, puis tout ça qui va faire qu'on perd d'argent. Hein? Bon, c'est ça le camp diapo. Bon. Hein? Veux-tu commencer à nous présenter les différents profils de personnes et leurs attentes? Oui, on rencontre toutes sortes de citoyens quand on est élu. Puis c'est important d'avoir en tête en fait les besoins spécifiques qu'ils ont. C'est quoi les stratégies qu'on peut utiliser pour répondre en ayant toujours en tête que ce qu'on veut, c'est bâtir un climat de confiance avec ces citoyens-là. Le premier profil qu'on peut présenter, c'est la personne qui est engagée dans le bénévolat. Hein, on en a des citoyens, là. Eux, ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin de valorisation de leur implication. Ils ont besoin d'avoir accès à des opportunités de formation, des opportunités d'engagement. Puis pour eux, le sentiment d'appartenance est très important. Ce que l'équipe municipale doit utiliser comme stratégie ou ce qu'on propose, nous, c'est de créer des programmes de reconnaissance pour les bénévoles. Est-ce qu'on a des événements? Est-ce qu'on a des plus pour ces gens-là qui participent à dynamiser notre communauté? On propose aussi d'offrir des formations pour renforcer leurs compétences. Puis on propose aussi d'encourager leur participation à des comités, à des initiatives locales, puis d'être à l'écoute aussi de leurs propositions puis des initiatives que ces gens-là proposent. Mais On parle aussi de la... Oui. Vas-y. On parle aussi de la personne désengagée. Les besoins spécifiques de cette personne-là, ben, c'est d'avoir accès à des informations simples. Il faut que le processus pour avoir accès aux informations soit simple et il faut que les informations soient vulgarisées le plus possible. Il faut quand même qu'elles aient accès à un processus participatif. Puis, on va vouloir les mobiliser uniquement sur des sujets qui sont pertinents pour ces gens-là. On les sollicitera pas pour tout ce qui se passe dans la municipalité, mais quand c'est vraiment important là, d'avoir l'apport de ces gens-là. Les stratégies qu'on propose, c'est de diffuser des informations claires et accessibles. On parle d'infographie. Des fois, des dessins, une planche à dessin peut être plus simple à comprendre qu'un document de 40 pages. On peut même parler de faire des vidéos courtes pour expliquer la teneur d'un projet. On peut utiliser des plateformes numériques pour recueillir leur avis de manière simple et rapide. Des courts sondages, des fois, ça peut être intéressant pour ces personnes-là. Puis, proposer des consultations sur des enjeux locaux directement visibles ou très concrets. La personne observatrice intéressée, elle a besoin d'informations claires, elle a besoin d'informations accessibles, elle a besoin d'en connaître beaucoup sur ce qui se passe globalement dans la municipalité. Elle a besoin aussi qu'on lui offre des opportunités ponctuelles d'implication sans engagement à long terme. Puis elle a besoin de réassurance là, sur la transparence des processus.
qu'on propose comme stratégie, c'est de simplifier l'accès aux données. On peut envoyer des infolettes. Encore une fois, on parle de vidéos explicatives. On peut encore une fois proposer des sondages rapides ou des forums en ligne pour recueillir l'avis de ces gens-là. Puis, les personnes qui sont observatrices intéressées aiment beaucoup lire des bilans intermédiaires pour montrer l'évolution des projets. Donc, elles aiment être tenues au courant là, des différentes étapes. On a aussi des gens qui s'attendent à avoir des preuves, là, tu sais, là, ils veulent avoir accès à de l'information, puis ils s'attendent à une plus grande transparence sur les objectifs et les bénéfices. Ils s'attendent, tu sais, à ce qu'on on réduise leurs incertitudes en amenant des preuves, puis ils veulent un espace pour exprimer leurs craintes. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent, tu sais, on n'ose pas des fois entendre ces craintes-là qui peuvent, comme on dit, être légitimes. Fait que nos stratégies adaptées, ça va être d'organiser des rencontres axées sur la transparence et l'écoute de ces gens-là, publier des réponses détaillées, montrer comment les contraintes influencent les choix municipaux. Ça, c'est une clé, hein, Marie-Ève, que je vois qu'on n'ose pas, on est aux prises avec un paquet de contraintes qui vont faire qu'on a de la difficulté à faire ce qu'on voudrait. Puis on l'explique mal. Donc, si on l'explique mieux, comme ça, les gens comprennent mieux nos décisions, puis ce qu'on essaie de faire, peuvent même trouver des solutions pour nous aider en travaillant en co-construction. Fait que, pour ces personnes-là qui sont un petit peu plus sceptiques, on peut présenter des exemples d'ailleurs, de succès similaires, organiser des visites terrain, mettre en place un comité de suivi aussi indépendant pour garantir la transparence de tout ça. On a aussi un profil de personnes affectées directement par les projets, là. On les appelle souvent les Not in my backyard. On en voit de plus en plus ça, j'ai l'impression. Fait que ce qui est important, c'est de reconnaître aussi leurs craintes et préoccupations spécifiques, d'essayer d'être en mesure de s'engager à minimiser les impacts négatifs des projets, des mesures, puis d'offrir des réponses rapides et personnalisées, parce que ces gens-là peuvent devenir encore plus militants, disons, là, tu sais, peuvent s'opposer de manière plus forte. Alors, on va mettre en place des séances d'écoute dans les quartiers concernés. Tu sais, on va se rapprocher des gens, là. Proposer des compensations, que ce soit au niveau des infrastructures ou au niveau financier, puis d'avoir vraiment des espaces qui soient spécifiques à ces personnes-là. Veux-tu continuer? Ouais, on parle aussi des personnes marginalisées ou en situation de vulnérabilité. Les besoins que ces gens-là, c'est qu'on adapte nos communications aux réalités culturelles, linguistiques ou socio-économiques des citoyens. Ils ont aussi besoin de se sentir inclus dans les processus participatifs, puis ils ont besoin d'accès égal aux ressources et aux opportunités. On devrait toujours les avoir en tête, hein, les personnes les plus vulnérables de nos communautés, là, quand on réfléchit des projets, des politiques ou des nouveaux comités. Les stratégies qu'on vous propose, c'est de travailler avec des intermédiaires communautaires pour relayer les informations, hein, que nos organisations deviennent des partenaires pour pouvoir informer ces gens-là, faire un peu de l'éducation populaire, en fait. Adapter l'écriture simplifiée dans les communications de la municipalité. Il y a des formations, d'ailleurs, il existe plein de formations là, pour qu'on puisse plus facilement adapter nos communications. Organiser des consultations dans des formes accessibles, soit en personne, des fois en langue locale ou en langue, si on a plusieurs immigrants d'une certaine nationalité, ben ça peut on peut penser à avoir accès à un interprète. Puis, prévoir des outils de traduction et d'accompagnement spécifiques pour répondre à leurs besoins. Fait que si je peux me permettre ça là-dessus, Marie-Ève, moi j'ai souvent participé à des consultations, tu sais, des conversations citoyennes, où est-ce que c'est important, c'est ça, d'avoir un souci, d'avoir des outils, puis des méthodes de consultation qui sont vraiment accessibles, même pour ceux qui auraient des enjeux au niveau de la langue, mais aussi tu sais, ça peut être des Québécois là, qui ont des compétences en littératie là, qui ne sont pas optimales. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
quand on veut s'assurer de permettre aux gens de s'exprimer pour qu'ils puissent le faire en fonction de leur capacité. C'est vraiment une question importante à garder en tête. Ouais. Puis tu as parlé du niveau de littératie. Il ne faut pas oublier que certaines MRC au centre du Québec ont un très bas taux de littératie. Mm. Donc, une majorité de la population qui n'est pas en mesure de comprendre des textes complexes, là. Fait que, tu sais, on parlait d'images tantôt, de graphiques, ça prend tout son sens, tu sais. On parle aussi, on vous propose un profil de militant et militante. En fait, ces gens-là ont besoin d'informations claires sur les impacts du projet, ont besoin d'espace pour s'exprimer et agir sur les causes spécifiques, ont besoin de soutien aussi aux campagnes militantes alignées avec les objectifs locaux, puis ont besoin de réactivité des autorités, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être proche d'eux autres pour pouvoir rapidement répondre à leurs questions, répondre à leurs besoins. Ce qu'on propose comme stratégie adaptée avec ces gens-là, c'est de créer des groupes de travail thématiques incluant les militants et les militantes pour construire les solutions. On propose aussi de soutenir des initiatives alignées avec les priorités locales et de communiquer de manière proactive sur les progrès réalisés là, dans le cadre des projets. Tout à fait. On a aussi les gens d'affaires qui ont des considérations complètement différentes, qui veulent avoir de l'information sur des retombées économiques, par exemple, des projets. Ils s'attendent à avoir maximisé là, des bénéfices locaux, que ce soit au niveau de l'emploi, les revenus, puis ils sont en attente aussi de soutien politique clair, tu sais, bien souvent. Au niveau des stratégies, c'est que là, on utilise un autre langage, d'autres outils. C'est que ça peut être de présenter des études d'impact économique, proposer aussi des clauses locales, là, si on pense à des grands projets de développement, là, qu'on encourage l'embauche locale, l'achat local, d'organiser des rencontres spécifiquement avec les entreprises pour favoriser le partenariat. Tu sais. Fait qu'on n'a pas gêné de segmenter nos publics cibles, hein. On va le voir un petit peu plus tard là, dans une capsule. Mais donc, de segmenter puis d'offrir sur mesure pour ces gens-là le contenu dont ils ont besoin. Puis on a aussi nos organismes communautaires qui sont importants. Donc, eux s'attendent à une transparence sur tout le processus de sélection de projets, de financement. Recherche éventuellement aussi à accéder à des ressources quand c'est possible, parce que les organismes communautaires, on le sait, là, sont souvent en train d'accomplir des miracles avec peu de choses. Puis ils s'attendent à avoir des garanties sur des projets qui n'impactent pas négativement, par exemple, les populations marginalisées. Fait que si on dit qu'on va avoir je ne sais pas moi, un développement économique important, est-ce que ça va générer plus d'exclusion pour certains? Est-ce que ça va faire augmenter le prix des maisons, puis qu'on va avoir moins d'accès à la propriété? C'est tout ce type de considération-là. Fait qu'on veut concevoir des projets avec des critères d'inclusion sociale, travailler avec les organismes communautaires pour identifier aussi les besoins locaux en amont, hein, en fait, devenir partenaire avec ces organismes-là, si ce n'est pas déjà le cas, c'est souvent le cas. Puis créer des programmes de formation ou d'accompagnement là, spécifiquement au niveau là, des personnes marginalisées, comme on parlait tantôt, parce que les organismes communautaires sont connectés en général avec ce monde-là. Fait comment faire pour les outiller puis renforcer leur capacité à amener ces personnes-là dans nos espaces de participation? Puis des fois, Marie-Pierre, ça va peut-être être de nous aller vers ces organismes-là pour rencontrer leurs membres à leurs activités à eux, tu sais. Tout à fait. C'est une pratique que je fais souvent. Fait que plutôt que d'attendre que les citoyens se présentent à nous dans un événement, mais on se déplace là où est-ce qu'ils sont, hein, puis on y va avec. Ouais, Allons dîner avec la FADOC. c'est ça. Ça, c'est le fun, ça, un petit dîner avec la FADOC. Donc, il y a des facteurs qui influencent la perception de la population envers les projets des municipalités. Tu veux-tu nous expliquer ça, Marielle? Oui, On en mais parle on un le petit dira peu. jamais assez, la première catégorie de facteurs qui est l'information et la transparence. On le répète, mais c'est une condition gagnante pour bâtir la confiance avec la population.
On parle de l'accès à des informations claires, complètes. On parle à la transparence dans le processus de prise de décision. Puis on parle de clarté de communication et des communications adaptées. Des exemples concrets, on peut penser à une publication d'études d'impact environnemental. On peut parler du partage des coûts et des bénéfices du projet. Puis on peut parler aussi justement d'infographie pour vulgariser puis adapter là, l'information au degré de littératie des populations. On parle aussi des valeurs et de la culture locale. Il faut reconnaître les valeurs de notre communauté. Est-ce que notre projet est compatible avec les valeurs et les traditions locales? Il faut toujours avoir en tête de respecter le patrimoine culturel. Puis est-ce que notre projet répond à une perception d'équité sociale? En fait, est-ce que c'est pour tous ou on valorise seulement quelques-uns? Des exemples concrets, ben on peut mettre en place des projets alignés avec les priorités environnementales locales. On peut s'assurer de préserver les bâtiments historiques. On peut ajouter des logements sociaux aussi pour assurer une meilleure équité. Là, t'en parlais tantôt d'accès au logement. Mhm. Ben, ce sont des enjeux vifs en ce moment. Oui, sensible. Oui. Il y en a d'autres. On n'a pas là. Attends, là, on avait. Ouais, c'est ça, là, on tombe sur d'autres facteurs. Est-ce que tu veux que je continue? Oui, tu peux y aller. Fait qu'au niveau de l'impact, tu sais, les impacts, c'est quoi la finalité de tout ça? Est-ce que ça va avoir un effet important au niveau de l'environnement? Ça, il faut le prendre en compte parce que les gens sont beaucoup plus à l'affût de ça. Est-ce qu'il y a des retombées économiques réelles? Puis est-ce que ça nuit à notre qualité de vie? Si ça change notre sentiment de sécurité, si on perçoit plus de bruit, il y a une bonne chance qu'il y ait des gens qui se mobilisent contre ces projets-là. Fait qu'on donne des exemples, là, disons, l'opposition à une autoroute qui traversera un quartier, une usine qui crée des emplois, la réduction des nuisances sonores. C'est toutes des façons là, tu sais, d'aller jouer sur pour réduire un peu là, l'importance des impacts du projet. On revient au niveau de la confiance dans les institutions parce que c'est vraiment névralgique. Ça ressemble à quoi la réputation de nos élus puis de nos promoteurs et promotrices? Est-ce qu'on a des antécédents de projets similaires dans notre municipalité ou celle d'à côté? Ou est-ce qu'on sait qu'il y a peut-être eu des problèmes des fois, tu sais, il y a 10 ans, il y a 5 ans, puis que la population est encore échaudée? Est-ce qu'on perçoit une vraie proximité entre les élus et la population? Ça, c'est sûr que c'est un plus, ça va influencer. Fait que avec des exemples concrets, on peut avoir une administration qui a bien géré des projets passés, donc qui va inspirer la confiance, une équipe municipale qui organisera régulièrement des moments de se parler. Fait que tout ça, ça va inciter à plus de confiance. Au niveau émotionnel, ça, c'est un morceau important dont on parle dans un instant, mais on va avoir donc une crainte face à l'inconnu puis aux impacts négatifs. C'est inné puis c'est humain. On n'aime pas ça, l'inconnu, donc on va se braquer plus rapidement. Ça peut être aussi un attachement qu'on a sentimental à notre territoire ou à un bâtiment, quelque chose. Et il y a toute la notion de l'influence au niveau des réseaux sociaux puis des médias qui est à prendre pas à la légère parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se communiquer là-dessus, puis ça peut monter, prendre des proportions importantes. Fait que comme exemple concret, les gens peuvent avoir peur, tu sais, au niveau d'une pollution, il y a un projet, s'opposer à un développement industriel qui viendrait nuire à leur bien-être. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut faire attention en termes de facteurs là, qui vont influencer la perception. Si on y va avec cette idée de, parce que les élus sont des humains, les personnes, tu sais, les citoyens, citoyennes sont des humains, tout ce monde-là partage les mêmes émotions puis les mêmes besoins fondamentaux. Est-ce que tu veux nous en glisser un petit mot, Marianne? Oui, puis les équipes municipales aussi, tu sais, on a parlé des élus, mais même les DG puis les employés qui travaillent dans les municipalités.
En fait, il faut reconnaître que ces personnes-là vivent des émotions positives, vivent des émotions négatives, puis que ça reflète leur expérience face au projet proposé. On vous apprendra rien, là, mais c'est important de le nommer quand même parce qu'il faut se rappeler de le prendre en compte quand on deal avec d'autres humains, donc avec des citoyens. On peut vivre des émotions positives, la joie lorsqu'ils voient leurs idées prises en compte. On peut voir une émotion de fierté aussi quand un projet reflète la valeur du citoyen ou même améliore leur communauté. On peut parler d'espoir aussi quand elles perçoivent un avenir meilleur grâce au projet proposé. On parle aussi des émotions négatives. Tout ce beau monde-là peut ressentir de la colère quand ils sentent que leurs préoccupations sont pas entendues. On peut avoir peur, t'en as parlé tantôt, face à l'inconnu, à des impacts négatifs potentiels, au changement qui est inhérent suite à la mise en place du projet. On peut parler de tristesse aussi quand ils voient leur cadre de vie ou leurs valeurs menacées. Mais ces émotions-là se transforment dans les relations qu'on a avec les citoyens, ça se transpose, donc faut savoir les recevoir, faut savoir dealer avec ça, tu sais. Oui. Puis nos émotions, en fait, hein, c'est une façon d'exprimer, ça dévoile des besoins humains fondamentaux qui sont répondus ou non répondus. Fait qu'en gros, là, améliorer les relations là, entre l'appareil municipal et les citoyens, c'est pas sorcier, là. Tout le monde a un besoin de se sentir écouté puis d'être reconnu, d'être entendu, qu'on respecte nos préoccupations, qu'on valorise nos idées. Fait que des deux côtés, là, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour cultiver plus de ça? Tout le monde a besoin aussi de sécurité. Fait que sentir que notre cadre de vie va être préservé ou amélioré, avoir confiance dans les intentions et les actions des autres. Tout le monde a besoin de clarté et de transparence. Il n'y a personne qui aime ça là, quand on manque de transparence. Fait que comment est-ce qu'on peut mieux comprendre les objectifs, les impacts, les bénéfices, accéder à des informations simples et fiables? On va l'avoir tellement dit dans le cadre de cette formation-là que peut-être les gens vont le prendre en compte. Et donc, des besoins d'équité puis de justice, de sentir qu'on est traité de manière équitable, sans favoritisme. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi, malheureusement encore. Fait que, puis de constater que toutes les prises de décision tiennent compte des besoins de tous, y compris des personnes les plus vulnérables. Fait que ça, je pense que si on décompresse un peu, là, quand ça commence à se corser, quand on entend tu sais, des commentaires, puis qu'on on revient à cette idée-là des émotions et des besoins humains, je pense que ça peut désamorcer les affaires. Qu'est-ce que tu en penses, Marianne? Se rappeler que la personne n'est pas son émotion, se rappeler que la personne a le droit de s'opposer, tu sais, là, si on rentre dans les émotions négatives, là, il faut se le rappeler que oui, ces gens-là ont le droit de poser des questions qui font pas notre affaire, de mettre en lumière des trucs qu'on n'avait pas pensé. Fait que c'est vraiment important d'apprendre à dealer avec l'opposition, avec la colère, avec la peur, avec la tristesse. Euh, Parce que ces gens-là, c'est des citoyens à part entière. Là. Puis il faut les prendre en compte et reconnaître, je l'aurais pas assez dit, mais reconnaître leur expertise qui nous nomme a de la valeur. Mhm. Puis toutes ces pratiques-là, là, c'est pas obligé d'être compliqué, ça peut se faire simplement. Tu sais. L'écoute active, ça va être de dire, par exemple, j'entends, monsieur, madame un tel, que vous êtes préoccupé par ça. Est-ce que vous voulez m'en dire plus pour que je comprenne mieux? Plutôt que de se braquer, là. Fait qu'on donne, tu sais, on donne la place aux propos. On peut vouloir exprimer de l'empathie. Je comprends ce que vous ayez de la peur par rapport à ça. Là, je me mets à votre place. C'est important pour nous de garantir votre sécurité. Ça va désamorcer là, les gens, là, ça les apaise. D'être capable de clarifier puis d'informer aussi. Tu sais. Voici ce qu'on a comme info. Quelles sont vos questions? On veut vraiment y répondre. Fait que ça, c'est une pratique exemplaire.
puis d'inclure, puis de valoriser, tu sais, quand on demande les idées, vos idées vont nous aider à construire des meilleurs projets qui nous rassemblent. Merci pour votre participation. Fait que c'est des petites affaires, hein? C'est des phrases, c'est une façon d'entrer en communication qui est plus constructive. Qu'est-ce que tu en dis? Mais, puis qui évite la confrontation en place, qui évite la confrontation puis qui valide l'émotion vécue par le citoyen. Absolument. Alors, en conclusion, vers une participation citoyenne qui est plus forte, on veut être en mesure de comprendre puis d'agir ensemble en se disant, tu sais, là, ça repose sur la confiance puis l'écoute. Ça repose sur des besoins puis des émotions qui vont permettre, si on les accueille, de renforcer l'adhésion. Ça repose sur une communication transparente et adaptée. Puis une communauté impliquée, c'est une communauté plus résiliente, plus capable de faire face à l'adversité. Fait que le rôle des élus, des acteurs municipaux, c'est d'instaurer ce climat d'ouverture-là, de reconnaître les préoccupations citoyennes, d'adapter leurs approches en fonction des attentes et des profils variés, puis donc de miser sur des processus participatifs qui sont sincères pour bâtir des projets collectifs solides. Il y aura des occasions de poursuivre la réflexion. On a 3 autres capsules qui s'en viennent et on termine ça en disant un gros merci aux partenaires de notre projet pilote. On a entre autres là, les 5 MRC de la région là, qui sont très impliqués à travers la table des MRC aussi. Puis on remercie là, le gouvernement du Québec d'avoir contribué là, avec un fonds là, du MAMACH. Alors, merci, puis on se revoit dans la capsule numéro 3, Maria. À tantôt. À tantôt.